Bonjour tout le monde. Je voudrais tout d'abord remercier les organisateurs, et notamment African Brain, pour l'organisation de ce sommet africain de l'éducation, qui est un moment assez important. Je pense que le temps, probablement, risque d'être une petite contrainte pour, je dirais, le peu d'affluence qu'il y a dans cette salle pour l'instant. Alors, je vais essayer de partager avec vous un survol très rapide sur l'expérience marocaine en matière de la réforme de l'enseignement supérieur et sa contribution au développement du capital humain. Alors, à travers 6 points essentiels. Nous sommes dans une dimension, je dirais, africaine. Il faut d'abord vous présenter le système, son évolution, notamment en termes de gouvernance, en termes, je dirais, de coopération, et là on peut se targuer, comme a dit M. le ministre hier, d'être un des pays les plus actifs en matière de coopération sud-sud, notamment pour la mobilité et l'accueil de nos étudiants des pays amis et frères des pays africains, de réforme de l'enseignement supérieur marocain basé sur la gestion axée sur le résultat, à travers un exemple contractualisation État-université, et finalement nous sommes dans une dimension aussi où les TIC prennent une importance capitale. Je vais essayer de vous passer rapidement en revue le système d'enseignement supérieur et l'intégration des TIC dans ce système. Alors, quelques chiffres clés. L'université marocaine, bien sûr, comme vous le connaissez, abrite l'une des plus prestigieuses et plus anciennes universités du monde, qui est l'université de Qarawiyyin, qui est avec l'université de Bologne, les 2 universités les plus anciennes du monde. Mais depuis donc le 9e siècle, le Maroc, au lendemain de l'indépendance, a développé son système d'enseignement supérieur avec l'université moderne de Mohamed V, puis à partir de là, comme une université mère, dans le cadre de rapprochement aux citoyens, et notamment pour prendre en considération les flux des différents bassins de recrutement de nos bacheliers, on est passé de 2 universités en 1956 à 15 universités actuellement, réparties pratiquement sur toutes les régions du royaume, avec bien sûr une université publique à gestion privée, qui est l'université Akhawayn de Ifrane, et une nouvelle tendance qui prend forme à partir de cette année, des universités privées, 2 qui ont déjà démarré, probablement 2 autres l'année prochaine. En termes d'établissements, nous sommes à peu près une centaine d'établissements d'enseignement supérieur universitaire, près d'une soixantaine d'établissements d'enseignement de formation des cadres qui relèvent d'autres départements ministériels, et près de 197 établissements d'enseignement supérieur privé. L'enseignement supérieur privé a connu une percée importante et une croissance depuis la mi des années 80. Nous sommes à peu près à 35 000 étudiants, comme on va le voir. Un effectif de 433 000, et c'est la première fois où nous avons passé le cap de 400 000 étudiants, avec une prédominance de l'enseignement universitaire à 82%, 10% pour l'enseignement supérieur privé, 8% pour la formation des cadres, et avec un effectif des lauréats des universités de près de 40 000 par an. Alors, sur le plan de la gouvernance de notre système, nous avons bien sûr, pour une question d'orientation et de donner des avis sur le système d'enseignement supérieur, mais l'éducation nationale et de la formation, nous avons un conseil supérieur de l'enseignement qui est sous, je dirais, un conseil constitutionnel qui actuellement prend désormais la dénomination de conseil supérieur de l'éducation, de la formation et de la recherche. Et là aussi, on peut, je dirais, être fier que la recherche soit aussi institutionnalisée, avec une autorité gouvernementale chargée de l'enseignement qui est le ministère de tutelle et qui lui assure, je dirais, la coordination et la régulation à travers la Commission nationale de coordination de l'enseignement supérieur qui, elle, établit toutes les, je dirais, les normes nécessaires à la fois pour la création d'établissements, qu'ils soient publics ou privés, que pour l'accréditation des établissements, que pour les autorisations d'ouverture. Et notamment assoit les standards en
matière d'architecture pédagogique des différentes formations. C'est dans ce sens-là que nous avons, par similitude au conseil d'université qui a l'autonomie propre, donc pour gérer les universités, nous avons deux autres conseils qui homologuent pour les établissements d'enseignement supérieur privé, la CONCESP, et un conseil pour la coordination la coordination des établissements de formation des cadres. Bien sûr, le département conserve je dirais, les missions d'orientation, de planification globale et la régulation à travers les trois commissions dont j'ai parlé, et une mission importante qui est l'évaluation. L'évaluation, alors ça se fait pour l'instant notamment pour les programmes de formation à travers les évaluations pour les accréditations. Toute l'évaluation institutionnelle, normalement, doit être confiée à une agence autonome qui doit être une instance nationale de l'évaluation qui est prévue par la loi. Mais actuellement, le Conseil supérieur a créé en son sein et de façon réglementaire une instance nationale d'évaluation de système d'éducation de formation. C'est-à-dire, c'est l'évaluation globale, alors que ce qui nous intéresse au niveau de l'université, c'est l'évaluation institutionnelle et l'évaluation pour l'assurance qualité, chose sur laquelle on est en train de travailler aussi de façon assez consistante avec le British Council au Maroc. Alors bien sûr, une des préoccupations essentielles du ministère, c'est d'être à l'écoute et d'orienter, malgré que les universités aient une certaine autonomie, d'orienter à travers les commissions d'accréditation les formations ou les filets de formation pour répondre aux besoins des différents chantiers structurants de l'économie marocaine. Dieu merci, durant la dernière décade, le Maroc connaît un développement spectaculaire et met en place tout un ensemble de plans stratégiques et sectoriels, aussi bien pour le développement de la pêche hauturière avec plan Haliotis que pour le tourisme 2020, plan Maroc vert pour le développement de l'agriculture, logistique et transport, plan énergétique aussi bien pour l'efficacité énergétique que pour le développement des énergies renouvelables, aussi bien à travers les énergies solaires que les énergies éoliennes, initiative nationale pour le développement humain, pour la lutte contre la précarité et la pauvreté, et le pacte national pour l'émergence industrielle, notamment pour la mise en place des métiers nouveaux du Maroc. Et bien sûr, le département a une mission aussi d'orienter et de développer les stratégies en matière de recherche scientifique avec 8 programmes prioritaires qui ont été élaborés pour une vision 2025, mais il y avait dans le cadre du programme d'urgence 2009-2012 ces 8 axes qui ont été renforcés aussi bien pour l'agriculture en conditions difficiles que pour les biotechnologies, l'amélioration de la qualité de la vie, gestion des risques, connaissance, préservation et valorisation des ressources naturelles, tout ce qui concerne l'innovation, compétitivité des entreprises, environnement, développement durable et développement socio-économique et culturel. Bien sûr, la coopération joue un rôle assez important et en matière de financement, nous avons constaté qu'avec 3% seulement en termes de contribution de financement, il joue un rôle important en matière d'ouverture et, je dirais, d'acquisition d'expertise et d'expérience. C'est dans ce sens qu'on, dans le cadre de son statut avancé avec l'Union européenne, le Maroc participe à un certain nombre de programmes comme Tempus, les PCRD, qui sont des programmes de recherche lancés sur appel d'offres par la Communauté européenne, développement de capital humain et coopération en matière de formation, recherche et innovation, de même que pour le processus de Bologne, et là aussi c'est une percée importante et je dirais, une évolution qui est sous forme d'une révolution douce du système pédagogique et de l'ingénierie pédagogique de tout le système d'enseignement supérieur qui a basculé d'un système géré de façon centrale à un système d'autonomie, mais qui a une certaine régulation avec l'adoption du dispositif ou du système LMD, l'architecture LMD, licence, master, doctorat. Nous sommes en train de travailler sur l'adoption aussi des ECTS et des compléments de diplôme ou des suppléments de diplôme comme c'est stipulé par la réglementation européenne et aussi le renforcement de l'évaluation institutionnelle. Nouveau cadre, nouvelle institution. Nous sommes aussi très contents que le secrétaire général de l'UPM soit un Marocain qui est l'ancien secrétaire général des affaires étrangères et qui constituera un espace universitaire euro-méditerranéen assez important pour
fort probablement, il y a déjà eu un accord, nous allons avoir l'université euro-méditerranéenne qui sera localisée et installée à Fès, un espace scientifique euro-méditerranéen, et aussi nous avons assisté à la création du premier espace ouvert pour la Méditerranée en termes d'espace IOMED, ouvert sur l'utilisation des nouvelles technologies d'information et de communication, notamment avec les formations virtuelles et numériques. Comme j'ai dit, le Maroc est depuis très longtemps, même de façon ancestrale, a toujours travaillé donc avec le Sud, dans le cadre de la coopération Sud-Sud, qui constitue ses racines essentielles, des relations privilégiées avec ses frères et ses amis. Et c'est dans ce cadre-là qu'il fournit un effort assez louable pour la contribution à la formation des cadres de nos pays amis et frères africains, effort qui est reconnu à l'échelon international. Quelques chiffres, nous avons à peu près près de 10 000 étudiants qui sont étrangers qui sont formés chez nous. 80% d'entre eux sont des étudiants africains qui poursuivent leurs études aussi bien dans les universités, les établissements de formation de cadres, que pour le privé aussi. Une évolution, comme vous le constatez, tout, je dirais, type d'établissement confondu, nous avons plus que doublé les effectifs en formation depuis 2001-2002 jusqu'à 2008-2009, et ce qui montre que, je dirais, le Maroc continue d'étoffer et de réserver des places de plus en plus, le nombre de places de plus en plus grandissant en faveur de nos pays amis et frères africains. Bien sûr, le Maroc constitue une terre d'accueil par excellence des étudiants africains. Cet effort classe notre pays dans le 7e rang parmi tous les pays du monde qui accueillent les étudiants africains. Chiffre qui n'est pas assez simple. Il est parmi les 5 premières destinations des étudiants pour 18 pays des 36 pays africains. Il accueille 4 000 étudiants par an nouvellement inscrits dans nos systèmes d'enseignement supérieur, et ces étudiants, dans la majeure partie, à 95%, sont boursiers du gouvernement marocain, avec aussi un effort en matière de prestations sociales, avec la réservation de près de 900 places annuellement. Cette année, on peut atteindre les 1000 places dans les cités universitaires, dont une cité universitaire internationale à Rabat. 20% des étudiants africains poursuivent les études de 3e cycle, mais aussi de doctorat, ce qui veut dire que le Maroc, quand même, contribue à la formation des formateurs de ces pays, et 37% d'entre eux poursuivent les études dans des établissements accès régulés, notamment orientés vers la médecine, médecine dentaire, pharmacie, ingénierie, commerce et gestion, technologie, ce qui est les pépinières de formation de cadres capables de contribuer au développement de leur pays. Notre système, depuis 2000, avec l'adoption de façon unanime de la loi 0100, qui constitue la loi d'organisation de l'enseignement supérieur, a connu toute une réforme, aussi bien sur le plan organique, avec une plus forte autonomisation des universités et la mise en place d'instances de régulation, une nouvelle architecture pédagogique basée sur le système LMD, de nouvelles missions et projections sur l'avenir, notamment avec la consolidation de la formation et de la recherche, l'offre de services, formation continue diplômante, création de structures entrepreneuriales au sein des universités et la recherche d'une meilleure adéquation formation-emploi pour répondre aux besoins des différents secteurs socio-professionnels. Sur le plan de la gouvernance, la consolidation de l'autonomie des universités est acquise, aussi bien sur le plan pédagogique, administratif, financier. L'élargissement des missions de l'université pour inclure la formation tout au long de la vie à travers les formations continues, le conseil et l'expertise et l'entrepreneuriat. Les universités désormais peuvent avoir des parts dans des entreprises ou peuvent créer carrément des entreprises de services. Nouvelle composition des conseils d'université pour pouvoir inclure les acteurs socio-économiques, diversification de sources de financement pour développer les ressources propres et contractualisation État-université pour une gestion non plus sur les moyens, mais une gestion